Le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO en séance de travail avec Kadri Désiré Ouédraogo. Au menu, les préparatifs du 44e sommet de la CEDEAO qui s'ouvre vendredi à Yamoussoukro. 9 trafiquants internationaux de drogue défèquent 400 boulettes de cocaïne. Ils ont été interpellés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par les forces de l'ordre. Et puis, pas de survivants du vol MH370. Le Boeing 777 de la Malaysia Airlines s'est abîmé dans l'océan Indien. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a reçu hier Désiré Kadri Ouédraogo, président de la commission de l'organisation sous-régionale. Il est venu recueillir des instructions avant l'ouverture vendredi à Yamoussoukro du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Faisons le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Le président de la commission de la CEDEAO reçu en fin de matinée ce lundi 24 mars 2014 par le président de la République, Alassane Ouattara. Les échanges se sont déroulés au palais présidentiel. Désiré Kadri Ouédraogo a rencontré le président Alassane Ouattara dans le cadre des travaux marquant la 44e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prévue les 28 et 29 mars prochains à Yamoussoukro. Nous sommes venus rendre compte au président de la République des conditions de préparation de la 44e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Nous avons saisi cette occasion pour renouveler au président de la République l'expression de la gratitude de toutes les institutions de la communauté pour son soutien constant qui nous a permis d'obtenir de grandes avancées dans tous les chantiers de l'intégration en Afrique de l'Ouest, que ce soit sur le plan politique, dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité, ou que ce soit sur le domaine économique. Naturellement, la commission de la CEDEAO est passée de 9 à 15 membres, conformément à la décision des chefs d'État. Et je suis venu l'informer également que les nouveaux commissaires ont effectivement pris fonction le 1er février dernier. Pour Désiré Kadri Ouédraogo, cette rencontre avec le président Alassane Ouattara a été aussi l'occasion de recueillir ses instructions et ses conseils en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO. Cela en vue des préparatifs pour la réussite de ce sommet qui va se dérouler dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Les 28 et 29 mars aura lieu à Yamoussoukro le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. En prélude à cette rencontre sous-régionale, il s'est ouvert ce mardi dans la capitale politique la 31e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO. À l'ordre du jour, le bilan des activités du Conseil, l'examen de la situation sécuritaire au Mali et en Guinée-Bissau, le point de cette rencontre avec Francis Boifo dans notre édition de 20 h. Et puis, sachez que la première comparution de Charles Blé Goudé devant un juge de la CPI aura lieu le jeudi prochain. Au cours de cette audience, le juge vérifiera l'identité du suspect et la langue dans laquelle il pourra suivre les procédures. Il sera également informé des charges retenues à son encontre. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly, a révélé hier la suspension du droit unique de sortie DUS sur l'exportation du karité. Un DUS de 50 francs CFA le kilogramme avait été instauré sur l'exportation du karité, a-t-il rappelé. C'était à l'ouverture de la 7e conférence mondiale sur le karité qui se tient jusqu'à demain à Abidjan. Noël Nianyo. Le beurre de karité, produit de deuxième transformation en Côte d'Ivoire après l'amende obtenue de la noix. Une autre référence de l'agriculture ivoirienne, 5e producteur mondial sur 21 pays avec environ 40 000 tonnes et un potentiel de 150 000. Sur 3 jours, les collectrices de noix, 12 000 en Côte d'Ivoire, réparties dans 800 groupements féminins, les acheteurs, les exportateurs et les industriels venus du monde entier vont échanger, mutualiser leurs expériences pour assurer la compétitivité du karité africain sur le marché international, à travers la problématique, la durabilité de la filière karité en Afrique et dans le monde. En Côte d'Ivoire particulièrement, la durabilité commence par la place de la femme dans la filière, d'où le plaidoyer de Mme Anne Ouleto.
le karité poussant à l'état sauvage. Seules les femmes savent maîtriser les saisons favorables pour le ramassage et donner ensuite au karité, dans des conditions hélas très difficiles, sa première forme utilisable. Autre piste de réflexion pour résoudre la question de la durabilité, en Côte d'Ivoire, les défis à relever en amont de l'activité industrielle du karité. La préservation et la gestion des peuplements de l'arbre à karité. La domestication par l'amélioration génétique et la maîtrise des techniques de multiplication végétative. Le renforcement des capacités des collectrices et de leurs organisations, l'amélioration du taux de transformation, l'organisation et le développement du circuit de commercialisation. Un début de réponse à l'organisation et au développement de la commercialisation, l'exposition des produits issus du karité. 41 stands vont exposer 72 heures durant les produits de la filière karité et ses démembrements. Ouverte ce lundi, la rencontre d'Abidjan, la 7e du genre, depuis l'avènement de Global Alliance Karité, va clore ses travaux le mercredi 26 mars prochain. Et le ministère de l'Agriculture, appuyé financièrement par l'Agence américaine pour le développement international, procède au lancement d'un programme. Le projet vise à promouvoir les cultures céréalières dans la sous-région ouest-africaine, nous dit Juliette Ouéa. Dans la sous-région ouest-africaine, 9 pays, dont la Côte d'Ivoire, sont concernés par l'initiative Feed the Future. Le projet est financé par l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID. Il s'agit ici de procéder au lancement de 4 projets portant sur les chaînes de valeur riz, maïs, sorgho, viande et lait. Le programme Feed the Future est né en 2011, au lendemain de la grave crise alimentaire survenue en 2008 dans les pays Afrique, Caraïbes et Pacifique, ACP. La raison ? L'augmentation des prix du riz, denrée la plus consommée sur le marché international. Objectif ? Améliorer la production des pays ACP afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des importations. Nous pensons qu'avec une croissance de l'ordre de 7% de la consommation en riz, ce besoin va aller en s'accroissant. Nous comptons combler ce déficit en 2016, créer un stock de sécurité entre 2016 et 2018 et donc exporter avec 2018, à partir de 2018 dans la sous-région. Les productions en net vont être de l'ordre de 3 millions de tonnes de paddy, donc environ 1 500 000 600 000 tonnes de consommation. L'atelier de lancement du projet Feed the Future sur les céréales et la biodiversité va s'achever le 28 mars prochain, une porte ouverte à la réalisation du premier objectif du millénaire pour le développement, à savoir éradiquer l'extrême pauvreté et la faim. Une page santé avec cette épidémie d'Ebola en Guinée. La Côte d'Ivoire est en alerte. Les autorités sanitaires ont pris des dispositions urgentes pour mettre les populations à l'abri du redoutable virus qui a fait 60 morts en Guinée. 6 mesures urgentes au total. Le directeur de l'Institut national d'hygiène publique a expliqué le dispositif mis en place dans ce reportage de Fatou Fofana. Le virus Ebola est-il aux portes de la Côte d'Ivoire ? La question revêt un caractère particulièrement important et est traitée comme telle par les autorités sanitaires du pays. Depuis hier dimanche, des réunions d'urgence se tiennent au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Il en résulte un dispositif sécuritaire et sanitaire important, notamment au niveau des frontières avec la Guinée-Conakry, où une épidémie a fait une 60aine de morts depuis le début du mois de février. D'abord, le renforcement de la surveillance épidémiologique dans tout le pays, surtout dans la région ouest. 2. Le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières terrestres et aéroportuaires. 3. Le renforcement de la vigilance dans les services des urgences, des hôpitaux publics et au niveau des établissements sanitaires privés. 4. L'organisation de la prise en charge des cas. 5. La création d'un poste avancé de coordination à l'ouest. 6. L'organisation de campagnes de sensibilisation. Certaines de ces mesures sont déjà appliquées, dont le suivi des populations aux différentes frontières terrestres et aéroports, et les populations elles-mêmes ont un rôle à jouer pour se protéger de la maladie. Il s'agit pour éviter la contamination, d'éviter de chasser les gibiers, les chimpanzés, chauves-souris, gorilles, antilopes, porcs-épics, etc. D'éviter la manipulation et la consommation des animaux.
Deuxièmement, en cas de suspicion de la maladie se présentant sous forme de fièvre, de maux de tête ou de saignement, prévenir l'agent de santé de la localité la plus proche du malade. Informer les familles et les amis du malade. Les malades doivent rester chez eux et éviter de se rendre sur le lieu de travail ou à l'école ou à tout lieu de rassemblement. Désinfecter tout objet souillé par les sécrétions du malade avec une solution javelisée. Se laver les mains avec de l'eau et du savon fréquemment et soigneusement. Et enfin, éviter toute manipulation des malades. L'application stricte de ces mesures devrait mettre les populations ivoiriennes à l'abri du virus Ebola. En tout cas, c'est une priorité pour le ministère de la Santé. Et concernant justement cette épidémie de la fièvre d'Ebola, une autre importante réunion interministérielle se tient ce mardi au ministère de l'Intérieur. Signalons qu'après la Guinée frappée par des cas de fièvre hémorragique, 6 cas suspects d'Ebola ont été détectés lundi au Libéria voisin, dont 5 mortels, et un autre cas a été détecté au Canada. Les affections opportunistes non infectieuses dues au VIH-Sida et les pathologies liées à l'environnement, les spécialistes de la Côte d'Ivoire et de la sous-région tirent la sonnette d'alarme dans ce reportage d'Ami Sissoko, commenté par Franck Kwadjo. L'environnement a un rôle primordial sur la santé. Cependant, certains facteurs environnementaux sont à l'origine du paludisme, fièvre jaune, la bilharziose et de trypanosomiase, entre autres. Ces maladies liées à l'environnement sont au cœur du 5e congrès de la Société ivoirienne de médecine interne (CIMI). Enjeu, attirer l'attention des décideurs sur les dangers à venir et proposer des solutions. Nous réunissons toutes les sommités de la médecine en Côte d'Ivoire et de la sous-région afin de parler des maladies liées à la pollution. Vous avez les maladies que nous prenons dans notre assiette, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, l'hypertension artérielle concerne pratiquement 25% de la population. À côté de ça, vous avez aussi les maladies liées à l'hygiène du milieu. Les spécialistes ivoiriens vont partager durant 2 jours leurs expériences avec leurs collègues de la sous-région. On vient pour échanger, avoir toutes les nouvelles connaissances, toutes les nouvelles techniques, toutes les nouvelles découvertes dans les pathologies, mais aussi apporter notre expérience. Ce qu'on vit au Burkina, c'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement les mêmes pathologies que nous partageons. Et ce qui est d'actualité aujourd'hui, c'est le changement de faciès épidémiologique des pathologies. Des pathologies qui étaient beaucoup plus retrouvées en Europe, en Occident, qu'on voit de plus en plus ici. Plusieurs sous-thèmes donc au menu des réflexions. Les maladies nutritionnelles liées à l'environnement, les maladies métaboliques, les cancers, les maladies cardiovasculaires et les maladies liées à l'eau. Opération de collecte de sang à Katiola pour sauver des vies humaines. Cette opération a permis de collecter 400 poches de sang. C'est une initiative du Centre d'écoute de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Ouattara Walter pour plus de détails. Les populations et les forces de défense et de sécurité de Katiola ont décidé de donner un peu de leur sang pour sauver des vies humaines. L'initiative est du Centre d'écoute de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique DRENET de cette localité. Ce sont environ 400 poches de sang qui ont été collectées. Ouattara Bibata, responsable du centre d'écoute, a remercié la population qui a répondu à son appel. Pour elle, cette collecte permettra d'aider les malades en difficulté dans les formations sanitaires. Faire un don de sang, c'est appartenir à l'association des donneurs de sang avec tous ses avantages. Je demande à toute la population de donner un peu de leur sang pour sauver des vies, parce que ça ne se paye pas. Le sous-préfet de Katiola, le DRENET de Katiola, le responsable du centre de transfusion sanguine de Boaké et Touré Sarata, représentant Touré Natacha, la marraine, ont salué cette initiative. Ils ont par la suite invité tous ceux qui n'ont pas encore donné de leur sang à le faire, car ce sont de nombreux malades qui meurent chaque jour faute de sang et de produits sanguins dans les hôpitaux.
Les cantons Ziki Nord et Ziki Sud, situés dans le département de Lakota, ont bénéficié d'un don de 200 tables bancs offerts par le conseil régional du Lot-du-Bois. Chaque canton a reçu respectivement 100 tables bancs destinées aux écoles primaires publiques de leur localité. Sylvain Gonetti, AIP d'Ivo, commentaire, Chantal Akandon. Peuplé d'un peu plus de 3000 âmes, le village de Brihiri, situé dans le département de Lakota, compte 2 écoles primaires. Le don de 200 tables bancs, offert par le conseil régional, vient aider les élèves et les encadreurs à travailler dans de meilleures conditions, selon le directeur de l'école primaire publique 2 de Brihiri. Le président du conseil régional du Lot-du-Bois, Roland Zakpa-Comenan, a indiqué que cette donation est la première d'une série d'actions qu'il entend poser en faveur des populations. L'occasion a été aussi donnée au président du conseil régional d'annoncer l'électrification prochaine du village de Brihiri en cette année 2014. Cette annonce, attendue depuis de longues années, n'est pas la seule préoccupation du village. Il existe notamment la question du désenclavement. Brihiri est une zone difficilement accessible. Ce village, à forte production de café et de cacao, voit l'essentiel de sa production se vendre avec peine. Pour permettre au conseil régional de mieux cerner leurs attentes, les 2 cantons du département de Lakota, à savoir Ziki Nord et Ziki Sud, ont rédigé un livre blanc qui a été remis au conseil régional. Ce document contient les différentes difficultés auxquelles sont confrontées les populations de tous les villages issus des cantons, notamment les questions d'enclavement, d'électricité, d'eau potable et de la vente des produits agricoles. En bref, un atelier régional pour une initiative conjointe transfrontalière s'est ouvert ce matin à Abidjan. Thème à l'ordre du jour, la lutte contre les armes légères et de petit calibre aux frontières, le marquage, le traçage des armes et la synergie interagences. Les hommes de la direction de la police des stupéfiants et des drogues viennent encore une fois de réussir un grand coup de filet à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils ont été interpellés sur un vol en provenance du Brésil, 9 individus en transit. Ils avaient dans leur rectum un total de 400 boulettes d'une valeur marchande de près de 150 millions de francs CFA, nous dit Abou Sanogo. Il s'agit de 7 Nigériens, un Namibien et un ressortissant de Sao Tomé et Principe. En provenance de Casablanca au Maroc via Abidjan, ils ont été appréhendés à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par les agents de la cellule aéroportuaire antitrafic, une entité de la direction de la police des stupéfiants et des drogues. En partance pour le Nigeria, ces 9 individus transportaient dans leur abdomen plus de 400 boulettes de cocaïne, l'équivalent de 7 kg de drogue. Interpellés dans la nuit de samedi à dimanche, sur les 17 qu'ils étaient, 9 d'entre eux ont été contrôlés positifs après un examen antidopage. Mis en observation, ils ont finalement rendu cette quantité importante. Aujourd'hui, il est difficile de passer par notre aéroport ici avec la drogue. Parce que chaque fois qu'ils arrivent, on les interpelle. L'appel qu'on a lancé, c'est toujours essayer d'interpeller la population, surtout les honnêtes citoyens. Dès qu'il y a une information, il faudrait qu'on soit averti à temps afin de prendre vraiment des mesures efficientes pour pouvoir éradiquer ce phénomène de la drogue en Côte d'Ivoire. La cellule aéroportuaire antitrafic de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny a été mise sur pied depuis 4 mois. Elle est à sa 3e prise. Les 9 trafiquants seront mis à la disposition du parquet ce mercredi pour répondre de leurs actes. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïcha Mendaoudou, a procédé récemment à l'inauguration de la clinique juridique de San Pedro. Cette structure va permettre aux populations d'accéder à l'information juridique et de bénéficier de conseils appropriés concernant les cas liés à la justice. Jean-Marie Kofi et Thérèse Tapeyoboué. San Pedro fait partie d'un ensemble de 6 régions choisies, Guiglo, Man, Bouaké, Bandoukou et Korogo, pour abriter 6 cliniques juridiques créées en mai 2013. D'un coût global d'1,436 milliard de francs CFA, ces cliniques juridiques sont cofinancées par l'Union européenne, le PNUD, l'UNICEF et l'ONUCI, à qui est confiée la coordination du projet. Ce projet est pour nous une initiative exemplaire à ce qui constitue le fruit d'une synergie des acteurs au développement en vue de la concrétisation d'une priorité nationale émise par le ministère de la Justice
aussitôt après la crise post-électorale. Pour la représentante du secrétaire général de l'ONU, Mendaoundou Aïchatou, l'inauguration de cette clinique va permettre aux populations de San Pedro, où il n'y a ni juridiction ni établissement pénitentiaire, d'accéder à l'information juridique et de bénéficier de conseils appropriés dans leur quête de justice. La présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire révèle que ces cliniques ont pour cible les personnes vulnérables et indigentes. Les prestations sont gratuites. Le représentant de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Geza Stramer, a félicité l'Association des femmes juristes pour la mise en place de ces cliniques, car elles permettront aux populations démunies, les femmes, les jeunes, les détenus, d'apprendre à connaître leurs droits et à les faire valoir auprès des autorités compétentes. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, lance bientôt le Forum international de la gestion des collectivités territoriales. L'événement aura lieu ici à Abidjan les 15, 16 et 17 septembre prochains. Ce reportage de Chantal Ouma à Kanda. Cette rencontre a été l'occasion pour lancer les travaux du comité scientifique en vue de l'organisation du Forum international sur la gestion des collectivités territoriales, prévu en septembre 2014 ici à Abidjan. À l'initiative du district d'Abidjan, ce forum sera l'occasion d'organiser et de pérenniser une manifestation innovante avec pour objectif la promotion, le développement des actions de coopération décentralisée et des partenariats au bénéfice des territoires ivoiriens et de la sous-région. L'association des communes et collectivités de l'UMOA ont jugé utile de se retrouver pour fédérer d'abord leur volonté, ensuite leurs instruments, leurs connaissances et s'ouvrir à l'universel, de sorte à ce que nous donnons les meilleurs instruments possibles pour relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Pour la réussite de cet événement, un comité scientifique a été mis en place avec la participation de la présidence de la République, la primature, le ministère de l'Intérieur et les fêtières de développement local, notamment l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, ARCI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVICOSI, et le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Ce forum international sur la gestion des collectivités territoriales, 1500 participants sont attendus. Selon les initiateurs, ces 3 jours seront un grand rendez-vous de développement, d'échanges et de partenariats publics-privés. Le préfet du département d'Oumé, Dogbo Labé François, en tournée dans plusieurs localités de la région. Objectif, échanger avec les populations sur les problèmes liés au développement socio-économique et les inviter à la réconciliation. Thérèse Tapeyoboué. Tonla, Dondi, Bléanda sont les localités visitées par le préfet d'Oumé au cours de sa tournée d'échange avec des populations du département. À Tonla, chef-lieu des sous-préfectures, première étape de cette tournée, le préfet François Dogbo Labé, accueilli par le sous-préfet Timonda Angoma et une population enthousiaste, a situé 2 raisons essentielles de sa visite. Féliciter les populations Ngban pour leur humilité et leur attitude responsable pendant la grave crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Selon le préfet Dogbo, il n'y a certes pas eu la guerre dans le département d'Oumé, mais des séquelles de cette situation de crise ont affecté les communautés par personnes interposées. Il était donc dans ces localités pour écouter et dire qu'il est nécessaire d'aller à la réconciliation pour mieux développer cette région, grande productrice de café et de cacao, mais également du vivrier. Les populations ont saisi cette occasion pour exprimer leurs besoins, entre autres le reprofilage des routes, la construction de châteaux d'eau, de centres de jeunes. Le président de la coordination des chefs des villages a donné l'assurance au préfet que tout le canton Bukabo, dont il est le porte-parole, est prêt à aller à la réconciliation sans condition. Après 3 jours d'échange avec ses administrés, le préfet François Dogbo a promis d'examiner les doléances des populations avec un plus grand soin. À Imblekro, la réconciliation est en marche. Les populations ont été sensibilisées sur la cohésion sociale. Les détails avec Honorine Aingori.
Peuplé d'environ 5000 âmes et situé à 30 km de Defrebo et à 45 km d'Anibilekro, le village de Komoendanou est un carrefour des communautés de la sous-région. Ces communautés y vivent en parfaite harmonie. C'est dans le but de pérenniser cette entente que le CAMSI, Conseil d'action humanitaire de Côte d'Ivoire, a organisé cette rencontre. Leaders communautaires, responsables de la jeunesse, femmes, chefs coutumiers et religieux se sont mobilisés pour s'imprégner de l'importance de la cohésion sociale au sein de la communauté et même en Côte d'Ivoire. 2 activités majeures ont meublé cette rencontre. Une conférence sur la cohésion sociale et une autre relative au Maouloud. La cérémonie a pris fin par un match de football entre les jeunes. Et puis cette mission parlementaire d'explication des lois aux populations, et c'est à Dabakala. Regardez. Instruire les populations du département de Dabakala sur les activités parlementaires et l'exécution du programme présidentiel d'urgence dans sa région. Tel est le sens de la tournée effectuée par l'honorable Aboubakari Koulibaly, député de Dabakala, dans sa circonscription. Cette tournée parlementaire vise à rapprocher les parlementaires de leur population. Devant les différentes couches sociales du département, le député de Dabakala a informé l'assistance sur l'utilité des votes au Parlement, des lois relatives au foncier rural, au code minier et à l'apatridie. Pour lui, ces lois visent à assainir le milieu foncier, d'une part, et d'autre part à clarifier la citoyenneté d'une couche de la population. L'honorable Aboubakari Koulibaly a invité les populations de Dabakala à soutenir le président Alassane Ouattara dans les travaux de développement du pays. Pour le député de Dabakala, la région a bénéficié de ces actions, à savoir le reprofilage des routes, l'adduction en eau potable et l'électrification de certaines circonscriptions. Le député de Dabakala souhaite donc une mobilisation des habitants de la région du Hambol pour la réélection du président de la République, Alassane Ouattara, afin qu'il termine ses travaux de reconstruction du pays. Et c'était un reportage de Brahima Doumbia. Pas de survivants du vol MH370 tombé dans l'océan Indien. La Malaisie a levé hier une partie du mystère sur le vol MH370 en informant les familles effondrées que l'avion était tombé dans l'océan Indien, sans cependant faire la lumière sur les circonstances de sa disparition. Quelques 700 autres partisans du président islamiste Mohamed Morsi destitués par l'armée doivent comparaître ce mardi devant un tribunal égyptien qui a déjà condamné 529 à mort la veille. Et c'est parti pour Pakinou 2014 en Côte d'Ivoire. L'événement a été lancé par le président du Conseil général du Bélier, Jano Aoussou-Kouadio. La première édition de Pakinou régional du Bélier a pour thème Toukbe, source de cohésion sociale et de développement. Cette première édition aura lieu à Tchébissou du 17 au 20 avril 2014. Plus de 200 000 festivaliers sont attendus, nous dit Brahima Doumbia dans ce reportage. C'est bientôt Pâques et les préparatifs vont bon train dans la région du Bélier. C'est la ville de Tchébissou qui a servi de cadre au lancement de la première édition de Pakinou régional du Bélier. Cette rencontre socioculturelle et de promotion touristique de la région du Bélier aura lieu du 17 au 20 avril 2014. C'est le Premier ministre, ministre d'État auprès du président de la République et président du Conseil régional du Bélier, Jano Aoussou-Kouadio, qui a donné le top départ. La cérémonie qui nous rassemble ici à Tchébissou dans la région du Bélier révèle une importance capitale à la fois pour le conseil régional, le district de Yamoussoukro, que pour les populations de la région et celle de Tchébissou en particulier. Le Pakinou régional s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de promotion économique et culturelle déclinée par le gouvernement dans le PND, Plan national de développement 2012-2015, et s'intègre harmonieusement aux axes prioritaires de développement validés dans le plan stratégique régional de développement de la région du Bélier. Jano Aoussou-Kouadio avait à ses côtés plusieurs personnalités, au nombre desquelles le ministre du Tourisme, Roger Kakou, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, l'ensemble du corps préfectoral de la région,
et de la chefferie traditionnelle. L'un des temps forts de cette cérémonie, la signature de conventions de partenariat entre le Conseil régional du Bélier et Côte d'Ivoire Tourisme, représenté par son directeur général Jean-Marie Sommet. À cette première édition de Paquinou régional du Bélier, plus de 200 000 festivaliers sont attendus. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.